Bienvenue dans ce live tourmac.com au lendemain du comité interministériel du tourisme avec une thématique tout étudiée, quel avenir pour les agences de voyage? Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Jean-Pierre Mas, président des entreprises du voyage. Je suis en compagnie de Céline Emery, rédactrice en chef de tourmac.com. Nous sommes ensemble pour 1 heure environ en fonction du nombre de vos questions, mais on pourra déborder bien entendu. Pour les retardataires, sachez que la conférence sera enregistrée et publiée ensuite en léger différé. Nous serons limités à 100 participants en simultané, par conséquent, premier arrivé, premier servi. Enfin, dernier point, cette réunion est strictement réservée aux professionnels du tourisme. Alors, après 3 mois, Jean-Pierre, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité surtout. Après 3 mois, Jean-Pierre, de travail acharné au lendemain du comité interministériel du tourisme, êtes-vous globalement satisfait des mesures annoncées par Édouard Philippe hier? Très clairement, oui. Il y avait 2 ordres de mesures. Les mesures d'aide, je pense qu'on sera peut-être amené à en reparler, c'est-à-dire les mesures de soutien au secteur. Et nous sommes bien intégrés dans la stratégie de soutien au secteur du tourisme et de l'hôtellerie qui est menée par le gouvernement. Et puis la seconde partie, la seconde série de mesures, ce sont les possibilités de départ en vacances. Nous sommes un petit peu sortis du brouillard, même si l'horizon n'est pas franchement dégagé. Très bien. Quelle est, on va dire, parmi ces mesures, celle qui vous semble la plus remarquable, hein? Et au contraire, est-ce qu'il y a des choses importantes, des souhaits qui n'ont pas été exaucés, à votre avis? Alors, il y a des laissés pour compte encore. Parmi les mesures les plus remarquables, c'est la certitude que nous serons soutenus par l'accès à l'activité partielle, ce qu'on appelle le chômage partiel. Le taux de prise en charge par les pouvoirs publics sera maintenu à 4,5 fois le SMIC pour notre secteur jusqu'au mois de septembre. Et ensuite, ce taux de prise en charge évoluera éventuellement en fonction de la reprise ou de l'absence de reprise d'activité de notre secteur. Donc ça, c'est un point franchement positif. Nous avons également obtenu une exonération des charges sociales patronales sur 4 mois, du mois de mars au mois de juin inclus, ce qui est aussi un point positif. Il y a d'autres points positifs et je relève les 2 plus importants à mon avis, parce qu'ensuite les autres points positifs, c'est parfois le déplacement du tas de sable. Les prêts, c'est bien les prêts, mais il va falloir les rembourser un jour. Donc, on va y revenir. On y reviendra. Il reste une zone à traiter, c'est les zones des dirigeants d'entreprises qui n'ont pas le statut de salarié. C'est très souvent pour les TPE, des gérants qui sont des gérants majoritaires, sans statut de salarié, qui n'ont pas accès au chômage partiel, qui n'ont pas accès au fonds de solidarité et qui n'ont pas accès pour la plupart au PGE, au prêt garanti d'État. Donc c'est un peu les laissés pour compte. Ils ne sont pas très nombreux, mais l'objectif d'une organisation professionnelle comme la nôtre, c'est de ne laisser personne au bord de la route. Donc on va s'occuper d'eux. Céline, vous avez une question? Oui. L'ouverture des frontières et l'annonce des réservations de vacances à partir de juillet-août pose plusieurs problèmes. L'ouverture des agences, on l'avait déjà un peu évoqué dans nos colonnes, la question des tests, la question de la réciprocité, la question aussi de l'aéroport, du transport et de la santé des compagnies aériennes. Qu'est-ce que vous retenez là-dessus? Céline, on n'a pas décodé de la même façon le discours du Premier ministre. Non, ce n'est pas l'ouverture des frontières, mais c'est la possibilité de partir en vacances et pourquoi pas dans quelques… Aujourd'hui, je vous disais le brouillard, on est un peu moins dans le brouillard, c'est-à-dire on sait que sauf incident majeur, incident sanitaire majeur, on pourra prendre des vacances en France l'été qui arrive. Ça, c'est sûr. En France et probablement dans les départements d'outre-mer, ce qui est loin d'être négligeable. En revanche, on n'a aucune certitude sur l'ouverture des frontières. Alors, pour en revenir à votre question concernant le transport aérien, nous sommes arc-boutés sur une chose. Nous voulons que les tests qui soient faits au départ de tous les aéroports, et c'est vrai pour les DOM, mais c'est vrai pour le monde entier,
soient des tests qui soient acceptés à l'arrivée. C'est-à-dire ce qui n'est pas concevable, c'est qu'un passager parte de Paris après avoir été testé, éventuellement avoir eu un passeport sanitaire, ce à quoi je ne tiens pas spécialement, mais avoir une vérification de température, des choses comme ça. Donc, il part de Paris, il arrive à destination, et là, on lui dit « Ah ben non, nos critères ne sont pas les mêmes, soit vous revenez chez vous, soit vous êtes mis en quatorzaine, en quarantaine. » Donc, ça, ce n'est pas concevable. Donc, il faut que l'on ait un règlement uniforme de tous les aéroports du monde. Ceci dit, l'ouverture de tous les aéroports du monde, ce n'est pas pour demain matin. Et concernant l'ouverture des agences, est-ce que justement cette ouverture pour les vacances de juillet ou août, ça peut permettre une ouverture des agences? Qu'est-ce que vous en pensez? La recommandation que l'on a faite il y a une semaine, c'est de dire aux agences de voyage, il n'y a aucune urgence à ouvrir. Ne vous bousculez pas pour ouvrir les agences de voyage. En fonction de l'évolution des demandes. D'abord, les demandes qu'il y a peuvent être traitées par téléphone, par outils digitaux, par Internet, sans aucune difficulté. En fonction de l'évolution des demandes, il n'est pas exclu, en fonction des zones de chalandise et des activités des agences, il n'est pas exclu que les agences puissent ouvrir avec moins de personnel que d'habitude, avec des créneaux d'ouverture plus limités que d'habitude. Cela dépendra de la possibilité que nous avons de vendre la France, puisque les vacances d'été seront essentiellement en France. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait une ruée sur la réservation des vacances de l'hiver prochain. Donc, ouverture parcimonieuse, et c'est la responsabilité de chaque chef d'entreprise. Et surtout, assurer la sécurité sanitaire des collaborateurs et des clients dans les agences. Okay. Très bien, Jean-Pierre. Je rappelle déjà à tous les participants que vous avez la possibilité, bien entendu, de poser des questions par écrit pour une meilleure organisation, on va dire. Je voulais revenir sur la question, Justement, sur l'outre-mer, est-ce que ça sera bien aussi pour les forfaits touristiques et pas uniquement pour le trafic affinitaire? On a eu une interview de Gilbert Cisneros ce matin dans Tourmac qui, justement, confirmait cela. Est-ce que vous nous le confirmez aussi? Alors, la déclaration aujourd'hui, on n'a pas une visibilité totale sur l'outre-mer, mais la déclaration d'Édouard Philippe, ça a été de dire l'outre-mer sera la France, y compris l'outre-mer. Voilà exactement ce qu'il a dit. Donc, l'outre-mer sera accessible. Il est certain que l'outre-mer ne peut être accessible pour du tourisme que si la quatorzaine pratiquée encore dans certains départements est supprimée et si les conditions de circulation correspondent à ce que j'expliquais tout à l'heure. Dans ce cas, oui, l'outre-mer est accessible et même si l'été n'est pas la période de la plus haute saison pour l'outre-mer, je trouve que c'est une belle opportunité que de pouvoir proposer à l'agence de voyage des séjours outre-mer. Et est-ce que la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie sont incluses, évidemment? J'en sais rien. Je ne sais pas si ce sont les départements ou les territoires d'outre-mer. Je ne sais pas. Ok, d'accord. Justement, la question de ces départs dans les dom-toms est quand même liée, on va dire, à l'ouverture de l'aéroport d'Orly. Pour l'instant, on n'a pas de date définitive pour cette ouverture. Bon, alors, elle est liée en termes économiques à l'ouverture de l'aéroport d'Orly, parce que transférer les vols pour les DOM à Roissy coûte très cher aux compagnies qui sont basées à Orly. Je pense à Corsair, à Air Caraïbes. Donc, c'est des surcoûts pour eux. Mais techniquement, il est possible de voler à partir de Roissy et d'aller dans les départements d'outre-mer. J'ai entendu qu'il y avait une volonté d'ouvrir l'aéroport d'Orly le 23 juin, je crois, le 26. à la fin du mois de juin. Ça dépend de l'aéroport de Paris. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus et ce n'est pas de ma compétence. Jean-Pierre, parmi les mesures fortes annoncées hier, tout le monde a retenu la garantie de remboursement qui va être probablement le moteur, on va dire, des réservations à venir. C'est un puissant déclencheur, mais ça peut être aussi piégeux, un peu comme la Valoir. Comment vous voyez les choses, vous? Tout ce qu'on fait, à toute médaille, il y a un revers. Cette volonté de rembourser au cas
où le lieu de séjour est inaccessible en raison du Covid. Ce n'est pas au cas où le client est atteint de maladie et ne peut pas voyager. C'est au cas uniquement où le lieu de séjour est devenu inaccessible en raison du développement du Covid et de l'interdiction de séjourner dans un établissement ou dans une zone. Je suis à l'origine de cette mesure et je suis ravi qu'elle ait été reprise par le Premier ministre. Je pense que si on veut faire venir chez nous des clients, et je pense quand même, comme on est pour la plupart ici autour de cet écran en gens de voyage, je pense que notre intérêt est de faire venir chez nous et dans nos entreprises des clients. Ce n'est pas de vivre la tête sous le sable pendant des mois et des mois, parce que pour le moment, on manque d'air quand on a la tête sous le sable. Donc, il faut faire revenir les clients. Si on veut faire revenir les clients, on ne peut pas leur dire « Venez réserver vos vacances d'été dans notre agence de voyage. On a les produits, on a ce qu'il faut, on a les hôtels, les résidences de loisirs, les campings, les clubs, on a tout ça. Mais si vous ne pouvez pas partir parce que l'hôtel où vous allez n'est pas ouvert, on va garder votre argent 18 mois. » Non, ce n'est pas possible. Ce n'est d'autant plus possible que s'il réserve directement à l'hôtel, l'hôtel lui dit « Moi, il n'y a pas de problème. Si je suis fermé, je vous rembourse. » Donc, il faut quand même être très réaliste. Et si on veut communiquer sur le fait que les agences de voyage peuvent vendre la France, sont compétents pour vendre la France, je vous rappelle que 33% de nos clients tourisme sont des clients à destination de la France. On va y revenir, Jean-Pierre, on va y revenir. Voilà. Si on veut vendre la France, il faut vraiment avoir une offre marketée et qui ne soit pas une offre piégeuse pour le client et qui n'entende pas. Vous savez que les réactions des clients sur l'ordonnance du 25 mars sont des réactions quand même à la fois admiratives. Le métier s'est bien débrouillé, il a réussi à pouvoir prendre notre argent, mais il a pris notre argent et il le conserve. Donc, ce n'est pas une réaction hyper positive à l'égard de notre secteur, de la part des clients. Et je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. Donc, ça veut dire que vous avez quand même, on va dire, bien bordé, j'imagine, le côté juridique de cette, on va dire, de cette garantie. Bien bordé, je ne suis pas très sûr. On l'a bordé, on verra bien. Quel est le risque? Alors, il faut toujours, dans toutes les situations, il faut mesurer le risque. Parce qu'on est souvent dans des réflexions intellectuelles et on réfléchit à un événement qui ne se produit pas. Donc, on peut le faire, mais border, ça veut dire est-ce qu'il est possible que des établissements ferment cet été en raison du Covid? La réponse est ce sera extrêmement rare. Deuxièmement, border économiquement, c'est de s'associer de se rapprocher des résidences de loisirs, des hôtels, des campings, pour qu'ils s'engagent à rembourser les professionnels si les professionnels ont payé eux-mêmes des acomptes sur les séjours. L'UMIH, hôtelier, le SNRT, résidence de tourisme, et certainement la FNHPA, camping, les deux premiers c'est acquis, la seconde, le troisième c'est en cours, s'engagent à rembourser. Donc, on ne prend pas beaucoup de risques. D'accord. Donc, on va dire que c'est l'essentiel. Mais sur les modalités pratiques, quand est-ce que les agences, parce que j'imagine que les clients vont se précipiter dans les agences quand ils vont réserver en disant « Moi, je veux bien réserver, mais je veux qu'on me garantisse que il n'y aura pas de problème si jamais j'étais amené à annuler. » Donc, quand est-ce que les agences vont avoir, on va dire, des informations précises? Est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce qu'ils ont déjà reçu le texte ou c'est trop tôt? On a voulu laisser la primeur de l'information au Premier ministre. Je trouve que c'est mieux, ça lui donne plus d'écho si elle est annoncée par le Premier ministre que si elle est annoncée par moi. Il faut quand même rester calme. Donc, on a laissé la primeur de l'information. Aujourd'hui, il part une note auprès de l'ensemble des adhérents des entreprises du voyage et du CETO, puisque c'est une opération commune entre entreprises du voyage et CETO. Il part une note expliquant cela. Ça concerne les vacances d'été qui sont réservées à partir d'aujourd'hui, pas celles qui ont été réservées préalablement, celles qui sont réservées à partir d'aujourd'hui, qui concernent des séjours et que ces séjours sont en France métropolitaine. Et dans ce cas-là, donc le mécanisme de remboursement en cas de fermeture de l'établissement s'applique. On est en train de travailler avec les compagnies aériennes pour faire la même chose sur les départements d'outre-mer. Ce n'est pas acquis, mais ce n'est pas impossible.
D'accord. Donc, en fait, Jean-Pierre, comme on a dit tout à l'heure, on allait donner la priorité aux questions. Je crois que Céline a déjà pas mal de questions en Oui, cours. il y a déjà pas mal de questions. Alors, Voilà. j'en ai une qui concerne le taux d'exonération de cotisation sociale et ou patronale. Déjà, c'est une question. Pour la période de mars à juin, quel sera le taux? Quels seront les taux? L'exonération des charges sociales patronales, je vous rappelle que les charges sociales salariales, ce n'est pas nous qui les payons. On les prélève aux salariés et on les reverse à l'État. On est comme tuyau. Donc, on est exonéré des charges sociales patronales intégralement entre le 1er mars et le 30 juin. Ok, je crois que la réponse a été bien écoutée. Est-ce que le ratio fonds propres capital social, principale cause de refus des PGE, va être assoupli, voire supprimé? Il n'y a aucun ratio dans l'attribution des PGE. Des capitaux propres négatifs peuvent permettre d'avoir accès à un PGE. Les banques, vous savez que le PGE, vous le demandez à votre banque et la banque l'accorde ou ne l'accorde pas et ensuite se retourne vers la BPI pour la garantie. Les banques sont, c'est leur tradition, c'est leur habitude, particulièrement frileuses, puisqu'elles garantissent 20% du PGE. On a mis en place un service auprès des entreprises du voyage, qui est un service qui est réservé à nos adhérents, pour ceux qui n'ont pas fait de demande de PGE ou ont eu un PGE refusé, de manière à trouver les bons arguments pour revenir vers leur banque et insister pour que le PGE soit accepté, et ensuite aider éventuellement l'agence, l'entreprise, s'il est à nouveau refusé, à s'adresser au médiateur qui a été mis en place. Ce service, j'en profite pour donner l'adresse, c'est uniquement par mail au.abergel, A-B-E-R-G-E-L, @entrepriseduvoyage.org. Tu veux bien le répéter, Jean-Pierre, s'il te plaît? Abergel, @entreprise au pluriel du voyage.org. D'accord. Je pense que ça serait bien, Céline, aussi qu'on le reprenne dans Tourmag parce que c'est une information intéressante. Oui, oui. Je crois qu'on l'avait déjà noté, hein. Vous l'avez déjà noté? Mais on pourra la redonner, effectivement. T'en prie, Jean-Pierre. J'ai une autre question. L'accès au fonds de solidarité sera-t-il accessible à effet rétroactif pour mars et ou avril aux TPE avec un chiffre d'affaires entre 1 et 2 millions? Et sinon, à partir de quel mois sera-t-il accessible? L'accès au fonds de solidarité a été porté d'un chiffre d'affaires de 1 million à 2 millions. Alors, vous savez que dans notre secteur, la notion de chiffre d'affaires est compliquée puisque c'est à la fois le cumul de marge ou de commission et de vente lorsqu'on fait de la production. Donc, maintenant, le chiffre d'affaires est de 2 millions et le nombre de salariés est de 20 salariés. Oui, jusqu'à 20. Et le montant du fonds de solidarité, le plafond du fonds de solidarité a été relevé à 10 000 euros. J'ai une autre question sur le fonds de solidarité. Il n'est pas stipulé sur le site impôt.gouv que les dirigeants non salariés soient exclus du fonds. Non, ils ne sont pas exclus du fonds. Mais tout à l'heure, j'évoquais le problème des dirigeants non salariés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 2 millions et qui n'ont pas accès au fonds de solidarité à cause de cela. Très bien. Céline? Il y a encore quelques questions. Après, on va peut-être nous en poser une question de continuer un petit peu à dérouler. Bien sûr. Et ensuite, au fur et à mesure, on intercale les questions, surtout si elles se rapportent au sujet. Donc, Jean-Pierre, moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'ouverture des frontières et de ce qui constitue encore aujourd'hui l'essentiel du business model, donc des agences de voyage. Malgré, on va dire, les affirmations de la Commission européenne, de Thierry Breton notamment, qui est assez volontariste, on va dire, sur cette question-là. On entend surtout des intentions, mais il n'y a pas vraiment, c'est pas vraiment suivi des faits, puisqu'aucune annonce de la part d'Édouard Philippe hier, on avait éventuellement envisagé l'ouverture Schengen, etc. Et pour l'instant, on ne voit rien venir. Alors, Thierry Breton est très velléitaire. Il fait son job. Il a envie que l'ouverture des frontières soit harmonisée au niveau européen. La fermeture des frontières a été une panique monstre, j'allais utiliser un autre mot,
C'était très paniqueux, la fermeture des frontières. Il faut espérer que l'ouverture sera mieux organisée. Je suis extrêmement sceptique. J'entends parler les Anglais, les Espagnols qui disent « nous, de toute manière, on va maintenir une quatorzaine ». Dire quatorzaine, ça veut dire pas de touristes. Vous n'allez pas passer 14 jours à la frontière du Perthus ou à l'aéroport de Madrid pour pouvoir, ou des Baléares pour pouvoir vous rendre en vacances. Donc, je crains qu'elle ne soit pas organisée et je suis très sceptique, vraiment, j'aimerais le contraire, sur une ouverture des frontières dès le mois de juillet. Très sceptique. Espace Schengen. Pourtant, on voit que certaines destinations commencent à s'activer au niveau de la communication. Je pense à la Grèce, on sent que ça frémit, le Portugal aussi. Donc, c'est vrai que… Après, évidemment, c'est soumis à l'autorisation de l'ouverture des frontières. La Croatie, il faut que les deux pays acceptent en même temps. La Croatie également. On a même évoqué quelque chose qui, moi, ne me convient pas du tout. C'est des corridors qui permettraient aux Allemands, peu atteints, moins atteints que nous par le Covid, aux Allemands d'aller en Croatie ou en Grèce, voire même peut-être en Espagne en traversant la France, alors que les Français ne pourraient pas aller dans les mêmes destinations. J'espère qu'on n'en arrivera pas à ce genre de situation qui indique un peu le déclin de l'Europe. En revanche, Jean-Pierre, ce qui était quand même assez intéressant et qui était évoqué, c'était la possibilité d'avoir, on va dire, un peu de la bilatéralité entre pays qui étaient, comment dire, qui étaient au même stade, on va dire, de l'épidémie. Hein, et qui pourrait éventuellement s'envoyer, vous voyez, un peu une sorte de convention bilatérale, multilatérale. Je trouvais ça plutôt futé. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis plutôt pour une harmonisation européenne. Je pense que tout ce qui est bordélique ne facilite pas la lecture. Mais j'ai envie de dire, attendons de voir. Je ne peux rien faire pour l'ouverture des frontières. J'aimerais pouvoir faire quelque chose, mais je ne peux rien faire. Et je lisais tout à l'instant un message de quelqu'un qui disait « c'est pas en vendant la France que notre activité va reprendre ». Oui, c'est vrai, mais il vaut mieux amorcer la pompe en vendant la France que rester la tête dans le sable. Tout à fait. On va y revenir d'ailleurs tout à l'heure. Céline, est-ce qu'on a des questions? Oui, des questions, on en a plein. Alors, il y a une question. À ce jour, il est vrai que les demandes ne sont pas au rendez-vous. Cependant, dès que la reprise sera amorcée, ne pensez-vous pas qu'il serait temps de faire une vraie campagne TV et ou médias pour revaloriser la profession d'agent de voyage? Il y a un budget qui a été dégagé par le gouvernement, et après je vous parlerai des entreprises du voyage, pour promouvoir la France. Je pense que faire une campagne TV pour dire les agences de voyage vous font découvrir le monde en toute sécurité, ben, elle serait à contre-temps, puisqu'on ne peut pas découvrir le monde en toute sécurité, on ne peut pas découvrir le monde, on est obligé de rester, on était confiné, maintenant on est en résidence surveillée, et peut-être cet été, on pourra circuler à l'intérieur du pays. On n'aurait jamais imaginé ça il y a un an, jamais. Donc, une campagne TV pour parler du job global des agences de voyage, non. Une campagne TV, une campagne associée à Atout France, pour dire la France, si on ne peut aller qu'en France cet été, la France c'est aussi une agence de voyage, oui. Nous y travaillons et on a mis chez les entreprises du voyage, on a constitué depuis quelques années des réserves de manière à pouvoir financer une opération de communication. Très bien. Après, j'avais une question sur les voyages en autocar. Quid des voyages en autocar? Est-ce que des mesures vont être obligatoires? Je pense que cela fait référence à la distanciation sociale notamment. Alors, je ne suis pas spécialiste des voyages en autocar et je pense que la FNTV, Fédération nationale des transports de voyageurs, est bien plus compétente que moi pour l'évoquer. La distanciation sociale dans des autocars, dans des trains, dans des avions, je ne sais pas quelle valeur ça a pour protéger. Et de toute manière, il ne faut pas en faire une Bible absolue. Une famille qui vit ensemble toute la journée, pourquoi ne se retrouverait-elle pas sur deux sièges voisins dans le même autocar? Il n'y a pas de raison de dire, ah ben non, c'est un passager tous les deux sièges. Donc, ne tombons pas dans l'absurde en matière de distanciation sociale. J'ai vu ce matin des images des trains de banlieue et du métro à Paris. Je peux vous dire que la distanciation sociale,
on était loin du compte. Jean-Pierre, puisqu'on continue aussi un petit peu nos questions, n'hésitez pas quand on aborde une question à poser des questions qui se réfèrent au sujet. Comme ça sera quand même plus facile. Ça nous évite de faire le yo-yo, on va dire. Puisqu'on est dans les moyens de transport, moi je voudrais qu'on revienne sur le transport aérien notamment. Où en êtes-vous de vos démêlés avec IATA et de vos revendications concernant le remboursement? On a l'impression que même l'Europe a un peu botté en touche le sujet. Comment les choses évoluent? Non, juste un détail, on a plein de questions, donc il faudrait qu'on fasse des réponses assez synthétiques, quoi, on va dire. Allez, d'accord, je vais essayer de faire bref. L'Europe n'a pas botté en touche. Les compagnies aériennes qui ne remboursent pas exercent quelque chose qui est épouvantable, c'est la violence économique. J'ai l'argent et je décide de ne pas vous le rendre, et puis c'est comme ça, je ne respecte pas la loi, mais je m'en fous. C'est comme ça. Elles seront condamnées par les tribunaux sans aucun problème. Toutes les compagnies qui n'ont pas remboursé seront condamnées et les passagers auront des remboursements et des dommages-intérêts. Oui, si les compagnies sont toujours là. Bien sûr. C'est pour ça qu'on se bat là-dessus. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça qu'on poursuit le président d'IATA pour complicité de banqueroute. C'est pour ça que le CEDIV a mené une action auprès de l'autorité de la concurrence. Et c'est pour ça que 60 millions de consommateurs mènent également une action. C'est UFC Que Choisir. UFC Que Choisir, excuse-moi, oui. Mène également une action de groupe auprès pour essayer de condamner les compagnies aériennes. Mais contre la violence économique, qu'est-ce qu'il y a à faire? Rien. Et qui plus est, au-delà de cette violence économique des compagnies aériennes, c'est une escroquerie, les compagnies aériennes. Il n'y a aucune garantie sur les avoirs qu'ils établissent, alors que les nôtres sont garantis par les fonds de garantie. Au-delà de cette violence économique, il y a les coûts d'exploitation. Les coûts de gestion de ces avoirs sont épouvantables. On a fait une estimation, on estime que le coût de gestion d'un avoir correspond en moyenne à 1 heure. Qui va payer? On va essayer de faire payer les compagnies aériennes et elles vont certainement nous dire « circuler, il n'y a rien à voir ». Justement, et sur l'avoir, est-ce que je crois qu'il y a pas mal de difficultés quand même aussi sur la valoir et les agences au bout de 18 mois devront, selon les cas, aussi rembourser. Là, il y a des difficultés parce qu'il n'y a pas le programme des vols, il n'y a pas forcément les prestations qui sont en face et c'est un petit peu compliqué à gérer aussi. Oui, mais alors, on n'est pas dans la même situation. Nous, on a 18 mois qui peuvent être 21 mois, puisque c'est 18 mois à partir du moment où la première proposition de voyage a été faite. Donc, ça mène assez loin. Au cours des 21 mois, il y a quand même de fortes probabilités, si l'agence de voyage n'est pas totalement stupide, d'inciter le voyageur, qui avait l'intention de voyager, puisqu'il avait réservé des vacances, d'inciter le voyageur à voyager. Alors, si dans 21 mois, la crise du Covid est telle qu'elle est, si les frontières sont fermées, évidemment, il faudra rembourser. Très bien. On a des questions, Céline? Oui, j'ai une question qui concerne la garantie financière. C'est un des sujets qu'on souhaitait aborder. Quand nous allons présenter notre bilan en fin d'année avec de fortes pertes, est-ce que nos garanties financières seront maintenues pour pouvoir continuer d'exercer? Si vous êtes garanti par la PST, qui a un rôle de solidarité professionnelle, oui. Si vous avez un autre garant, je ne sais pas quelle politique adopteront chacun des garants. En revanche, des bilans affichant des pertes significatives à la fin de l'année, et ça c'est fort probable pour la quasi-totalité du secteur, poseront des problèmes également pour les critères IATA. Donc aujourd'hui, les relations que nous avons avec IATA sont des relations pour le moins tendues, voire même parfois un peu violentes. Il va falloir obtenir de IATA que les critères ne soient pas appliqués sur les bilans de l'exercice 2020, mais qu'on revienne à l'examen des bilans de l'exercice 2019. Ça ne va pas être facile. Jean-Pierre, malgré les aides et les mesures diverses, donc vous venez de l'évoquer, le secteur ne va pas très bien. Des problèmes sont à prévoir donc d'ici la fin de l'année. Vous-même, vous parliez du tas de sable qu'on repoussait, qu'il fallait à un moment donné ramasser. Est-ce que vous avez des craintes donc, sur ce sujet et est-ce qu'on peut espérer un coup de pouce supplémentaire de la part des pouvoirs publics sur ces questions-là?
Pour repousser le tas de sable, oui, vous avez vu hier tous les prêts bancaires, les remboursements, les mensualités de prêts sont retardés d'1 an. C'est-à-dire que si vous étiez endetté pour diverses raisons dans votre agence avec un remboursement bancaire, pendant 1 an, vous ne payez pas le remboursement de prêt. Vous le retrouverez et le prêt sera prolongé d'1 an à son terme, évidemment. Oui, on va pouvoir encore faire repousser le tas de sable. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas le faire grossir parce qu'à un moment, il faut bien le digérer, ce foutu tas de sable. Donc, notre secteur est quand même en grand danger. Je crois qu'il faut être très réaliste. On n'est pas, le secteur est en danger. On adopte le maximum de mesures. Il faut que les entreprises s'adaptent à cette situation. C'est compliqué. Il ne faut pas avoir peur de faire appel tant que c'est possible à des taux 4 fois et demi le SMIC. Il ne faut pas avoir peur de faire appel à l'activité partielle. Il ne faut utiliser que le personnel dont on a strictement besoin dans les agences de voyage. Il faut être très vigilant, mais c'est évident de ne pas confondre la trésorerie des clients et la trésorerie de l'entreprise. Nous avons une question là sur les assureurs. Qu'en est-il des éventuelles contributions des assureurs à une perte d'exploitation? Très compliqué avec les assureurs. Nous avons, avec les hôteliers, formulé une demande qui est soutenue par le gouvernement, et notamment par Bruno Le Maire, qui s'est bien impliqué dans cette opération. Il m'est souvent arrivé de le critiquer, mais là, il s'est vraiment bien impliqué dans le soutien à notre secteur. Nous avons obtenu l'idée, enfin, nous travaillons sur l'idée que les assureurs constituent un fonds pour compenser une partie des pertes d'exploitation des entreprises. Nous avons estimé les pertes d'exploitation de notre secteur, elles sont de plusieurs milliards d'euros. Donc, on ferait, ce n'est pas fait du tout, constituer un fonds par les assureurs qui viendrait compenser partiellement ces pertes d'exploitation. Ce n'est pas gagné, loin de là, mais ce n'est pas l'assureur de chaque entreprise qui va compenser la perte d'exploitation de l'entreprise. C'est un fonds global constitué par les assureurs. On est avec les hôteliers là-dessus, mais on n'a pas gagné. Alors, toujours un petit peu sur le volet assurance, qu'en est-il des discussions avec les assurances RC pour mettre les contrats entre parenthèses tant que nous n'avons aucun client en voyage? Voilà, en gros, c'est est-ce qu'ils peuvent faire un geste alors que le chiffre d'affaires est… Aujourd'hui, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, il n'y a pas de discussion entamée avec les assurances RC. Je pense qu'il serait peut-être bon qu'on ait 2 ou 3 tentatives de chefs d'entreprise auprès de leur assureur RC, qu'ils reviennent vers moi pour nous dire comment leur assureur réagit à cette idée-là. Et dans ce cas-là, on pourrait porter le dossier de façon plus globale. C'est-à-dire proroger, on va dire, éventuellement les cotisations, c'est ça? Prendre les cotisations pendant la période où il n'y a pas d'activité. C'est où on peut considérer que la responsabilité civile ne peut pas être engagée. Alors, c'est un peu plus compliqué, mais elle est moins engagée, tout au moins réduire les cotisations. D'accord. Céline, on a d'autres questions en cours là? Oui, il y en a encore. Là, j'ai une question sur le fonds de solidarité à nouveau. Concernant le fonds de solidarité accordé aux agences, il y a une différence entre volume d'affaires et chiffre d'affaires. Nous déclarons un volume d'affaires sur notre bilan qui dépasse les 2 millions d'euros. Nous sommes une petite agence, 3 employés en grande difficulté. Comment faire pour l'obtenir? Alors, je ne sais pas si vous avez un conseil à donner à cette personne. Dans le bilan, il n'y a pas de volume d'affaires. Si le bilan de l'agence de voyage est bien présenté, c'est le chiffre d'affaires. Si cette agence fait de la production, ce sont les ventes réalisées par cette agence. Si ça dépasse 3 millions d'euros, elle n'a pas accès au fonds de solidarité. Si cette agence fait de la distribution, ce sont les commissions qui constituent le chiffre d'affaires. Et pour faire 3 millions d'euros de commission, il faut faire plus de 30 ou 35 millions d'euros de volume d'affaires. Donc, c'est déjà un niveau plus élevé. Mais je n'ai pas de solution miracle. Le chiffre d'affaires pris en considération pour le fonds de solidarité ou le PGE, c'est le chiffre d'affaires qui est inscrit au bilan et qui d'habitude est reporté en première page du bilan. J'ai aussi 2 questions sur l'avaloir et le report des voyages, car les compagnies aériennes ne garantissent pas les tarifs. Du coup, le réajustement, enfin le voyage initial n'est pas forcément le coût du futur voyage. Est-ce que cela doit être pris à la charge de l'agence? Il faut proposer un voyage identique. Ce n'est pas nécessairement au même prix. L'ordonnance ne dit pas nécessairement au même prix. Alors,
là où je pourrais, c'est vrai que les prix des compagnies aériennes ne sont pas garantis. Et puis les prix de l'hôtellerie, si vous aviez réservé, si le client avait réservé un séjour à l'île Maurice au mois de mai et qu'il veuille y aller pour les fêtes de fin d'année, ce n'est pas franchement du tout le même prix. Donc il faut lui proposer un voyage à une date similaire, là où les conditions tarifaires sont similaires que le voyage initial qu'il avait proposé. Mais c'est vrai que ça pose des problèmes. Une remarque positive, qui ne répond pas à la question, mais positive, c'est que je suis persuadé que les tarifs aériens vont baisser. Ils ne vont pas augmenter. Parce que l'offre, le tarif, c'est l'adéquation de l'offre et de la demande. L'offre est énorme, les avions disponibles, les compagnies aériennes, et la demande est faible. Et quand l'offre est grande et la demande faible, les prix baissent. Très bien, Jean-Pierre, on parlait un petit peu on a abordé les questions des difficultés des entreprises. Moi, je voulais revenir sur quelque chose dont on avait d'ailleurs parlé, vous et moi. Il y a donc à côté des professionnels du tourisme tout un secteur marchand en périphérie qui dépend à 100% du tourisme et de son marché, à savoir des agences de représentation, des prestataires techniques, des relations publiques, des médias spécialisés. A priori, ces entreprises-là ne sont pas prises en compte dans le plan spécifique tourisme et donc ne bénéficient pas a priori des mesures de soutien annoncées. Est-ce que vous êtes en train de travailler là-dessus? Est-ce que vous avez l'intention d'aborder ce sujet avec les pouvoirs publics? Alors, clairement, ça n'a pas été notre priorité. J'en suis un peu désolé, mais EDV, c'est une équipe de 10 personnes. On a choisi des priorités et la priorité, c'était de s'occuper des entreprises de notre secteur. Et on a pris conscience de ce que vous êtes en train de dire, de ces satellites auxquels j'ajouterai les courtiers d'assurance dont l'exclusivité d'activité concerne le tourisme. Et on a pris la décision d'avoir un délégué de manière à porter auprès des pouvoirs publics les attentes et les revendications de ces secteurs qui souffrent considérablement. Je pense à la société de back-office, à toutes les entreprises qui font de la digitalisation dans l'univers du tourisme, et la presse évidemment, ces entreprises qui souffrent également fortement de la baisse du tourisme. Donc on va essayer de coordonner les demandes et de les porter. D'accord. Donc il y a un délai pour ça éventuellement on a commencé à travailler la semaine dernière sur le dossier. Bien sincèrement, c'est un problème de gestion du temps. Hein. Là, on s'occupait plutôt d'avoir un Premier ministre qui prenne oui, bien sûr. Et puis de ressources humaines également, j'imagine. Oui. Comme pour les blanchisseurs, comme pour les hôteliers, le problème des blanchisseurs. C'est la même situation. Céline, on a des questions? J'ai une question un peu d'ordre général. Comment voyez-vous l'avenir des low cost? Est-ce la fin de ce modèle qui a… Voilà. Dans les réflexions que l'on mène au sein des entreprises du voyage, ce n'est pas des réflexions solitaires. Ce n'est pas moi qui réfléchis le soir dans mon lit ou dans ma salle de bain le matin. En te rasant. Ou en me rasant, ouais. Ce sont des réflexions collectives. Donc, elles sont partagées et je les partage beaucoup avec des gens qui ne sont pas de notre secteur, des gens qui ne sont pas nécessairement mes amis, des gens qui viennent du digital, de l'aérien. Donc, pour essayer de construire une réflexion globale. Sur le transport aérien, il ressort de l'échange que l'on a que les compagnies qui tireront le moins mal leur épingle du jeu, ce sont les compagnies qui ont déjà réduit leurs coûts. Ce n'est pas nécessairement les compagnies de poste. Il peut y avoir des grandes compagnies de réseau qui ont déjà réduit leurs coûts de production. Donc, ce sont les compagnies qui ont déjà réduit leurs coûts et qui sont agiles, qui ont des capacités d'adaptation, de transfert de leur flotte. On ne peut pas aller aux États-Unis, on ne peut pas aller en Chine, eh bien on va aller en Argentine ou en Inde, hein, qui ont des capacités d'adaptation. Voilà, agiles et coûts réduits. Celles qui ne sont pas agiles et qui ont des coûts de production élevés auront beaucoup plus de difficultés à se transformer. Très bien, Jean-Pierre. Concernant justement donc la situation actuelle, le CETO et quelques tours opérateurs se sont émus du fait que les agences gardent les acomptes clients. Alors, les agences
elles ont fait savoir grosso modo qu'elles voulaient des garanties de la part des TO, mais au final, c'est qui garantit le client finalement d'une possible défaillance de l'agence? C'est l'agence qui est responsable à l'égard du client et c'est les organismes de garantie type APST, Groupama et autres qui garantissent l'agence. Il y a deux questions. Dans votre question, il y a deux sous-questions. La première, les flux financiers de façon générale. J'y viendrai après. La seconde, l'application de l'ordonnance du 25 mars. L'ordonnance du 25 mars, elle ne porte que sur la relation entre le professionnel et le client. Elle n'a rien à voir dans les relations entre professionnels. Les relations entre professionnels, elles sont régies par la coutume, par les contrats, par les accords de réseau éventuellement. Elles sont régies par autre chose, mais surtout pas par l'ordonnance du 25 mars. Donc, il n'y a aucune raison pour que l'acompte qui est conservé par le professionnel, qu'il soit, moi j'utilise le terme voyagiste pour éviter ce conflit agent de voyage le professionnel voyagiste, qui peut être agence de voyage ou tour opérateur, c'est celui qui vend au client. Tour opérateur, il y a des tour opérateurs qui ont 100% de vente directe. Voyageurs du Monde, par exemple. C'est lui qui conserve les acomptes. C'est celui qui a vendu qui conserve les acomptes et qui en assume la responsabilité. Point. Ensuite, sur la réflexion sur les flux financiers entre agences et tour opérateurs, je ne vais pas m'en mêler aujourd'hui, ce serait beaucoup trop long, mais ce qui me paraît le plus important aujourd'hui, c'est la sécurité des flux financiers. La sécurité pour le tour opérateur d'être payé par l'agence et la sécurité pour l'agence de voyage d'avoir la prestation fournie par le tour opérateur auquel il a commandé. Et quand il faut partir de ce principe général, la sécurité. Une fois qu'on a établi ça, on n'est pas obligé, distributeur, de conserver l'argent éternellement, il n'y a plus de produits financiers. Mais il faut que ce soit la sécurité qui prévale. J'ai une question justement sur les flux. J'ai une petite agence avec une salariée et nous avons des fonds chez nos fournisseurs qui bloquent ce qui devrait être notre trésorerie. Impossible de les récupérer. Nous avons donc tenté un PGE pour compenser cette trésorerie bloquée chez Météo qui m'a été refusée. Du coup, voilà, elle demande un petit peu, c'est un petit peu un appel à l'aide, un conseil en tout cas. La trésorerie, ce sont, j'imagine, des paiements qu'elle a fait d'avance à des tours opérateurs ou à des prestataires, qu'elle a fait avant la fourniture de la prestation. Je ne peux pas imaginer que ce soit autre chose. Le refus du PGE, alors Météo, je ne sais pas ce que c'est, Météo. Le refus du PGE, si elle est membre des EDV, elle s'adresse à Olivier Abergel, dont j'ai donné l'adresse tout à l'heure. On l'aidera à construire un dossier pour que le PGE soit accepté. J'ai une question également sur les voyages reportés par le CETO. Le CETO a reporté tous les voyages jusqu'au 26 juin. Beaucoup d'agences produisent sans adhérer au CETO. Pourquoi les entreprises de voyage ne se prononcent-elles pas globalement pour tous les adhérents à agences de voyage? Bon, très bonne question. On n'a peut-être pas fait savoir assez clairement le report jusqu'au 26 juin. Par principe, on partage les décisions du CETO, parce qu'on est membre du CETO, et les règles pour les adhérents des entreprises du voyage sont les mêmes du CETO. Je prends le point et on fera une communication très vite sur les reports jusqu'au 26 juin. Très bien, merci. Je voulais un petit peu revenir sur la question de la garantie, Jean-Pierre. On sait que la situation financière de la PST n'est pas au beau fixe. Il y a eu la faillite de Thomas Cook. Il y a actuellement les menaces qui planent sur TI France. Est-ce que vous pensez que le gouvernement va prendre à bras le corps cette affaire de garantie ou est-ce que pour l'instant on est juste dans des conversations entre des gens de bonne compagnie et que pour l'instant on ne voit toujours rien venir, on va dire, sur la question de la garantie et de la pérennité de cette garantie qui, à mon avis, est relativement en danger? Alors, sur les risques de la PST, je partage l'analyse, bien évidemment. Et en plus, si 10% des agences de voyage ou des opérateurs de tourisme, des voyagistes étaient en faillite, la PST ne résisterait pas. Donc, OK, c'est exact. Quelle est la responsabilité du gouvernement dans la situation actuelle? Imaginons que la PST ne soit pas en mesure de faire face à ses obligations. Je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis imaginons. Dans ce cas-là, c'est le gouvernement qui prend le relais.
C'est ce qui s'est passé en Allemagne lors du sinistre Thomas Cook. Les garanties fournies par les garants, qui étaient 2 assureurs, Allianz et un autre, étaient plafonnées. Le gouvernement fédéral allemand a remboursé lui-même les clients de Thomas Cook au-delà de ces garanties. En France, c'est le gouvernement qui prend le relais de la PST. C'est-à-dire que le client n'est pas laissé sur le bord de la route. Mais vous êtes sûr de ça, Jean-Pierre? J'en suis certain. J'en suis certain. Que de la PST ou de Groupama ou d'Atradius, de tous les garants. S'ils sont défaillants, c'est le gouvernement qui prend le relais. J'en suis certain. Donc, le gouvernement a tout intérêt à venir soutenir la PST, si c'est nécessaire, avant qu'il soit obligé de prendre le relais en raison d'une défaillance éventuelle de la PST. Je crois, je ne suis pas ici pour m'exprimer au nom de la PST, je pense que les relations qui étaient un petit peu distantes entre la PST et la DGE et Bercy se sont beaucoup resserrées ces derniers jours et que le gouvernement est conscient du risque potentiel qu'il peut y avoir sur la PST. Très bien. Céline, d'autres questions? Alors, c'est vrai qu'on a pas mal de questions sur l'avaloir et l'ordonnance. Selon l'ordonnance, on est censé proposer une offre similaire au même prix. Oui. Donc, voilà. Donc là, la problématique, c'est que les compagnies proposent des avoirs sur 12 mois maximum à compter de mars 2020. Donc, comment proposer une offre similaire au même prix pour le mois d'avril 2021, par exemple, si l'avoir a expiré ou s'il y a augmentation tarifaire? Donc, c'est un petit peu la même question précédemment. Et il y a quelqu'un du coup qui rebondit sur cette question et qui dit: est-ce qu'il ne faudrait pas élargir les avoirs des compagnies aériennes à 18 mois au lieu de 12? C'est des très bonnes questions. C'est la panique dans laquelle tous les opérateurs tous les voyagistes sont actuellement. Et je n'ai pas de solution miracle là-dessus. Une offre similaire, je ne pense pas que l'ordonnance reprenne le terme au même prix. Ça c'est pas dans l'ordonnance, enfin, à vérifier, mais je ne pense pas. Une offre similaire, ce n'est pas nécessairement au même prix. Les compagnies aériennes font les avoirs qu'elles veulent, comme elles veulent. Comme ils sont illégaux, je ne vois pas comment on pourrait leur demander d'harmoniser l'illégalité. C'est comme si vous disiez à des pickpockets, maintenant, on ne vole que le portefeuille qui est dans la poche gauche. Celui qui est dans la poche droite, on n'y touche pas. C'est un peu ça. Donc, l'harmonisation des méthodes de remboursement, des méthodes d'attribution des avoirs, du traitement des avoirs, n'est pas concevable. En revanche, les compagnies je sais qu'il y en a une ou deux qui disent: nous ne rembourserons pas les avoirs au terme de leur validité, de 24 mois pour une compagnie canadienne, je crois. Non, ce n'est pas possible. Les avaloirs ou les avoirs des compagnies aériennes sont illégaux et de toute manière, ils seront remboursés. On ne peut pas imaginer qu'ils ne soient pas remboursés, sauf si la compagnie disparaît entre-temps. Je voulais rebondir un petit peu là sur ce que vous venez de dire, Jean-Pierre, parce que justement, la Commission européenne est en train de dire qu'elle va plancher, c'était d'ailleurs le sujet du dernier communiqué, qu'elle planchait justement sur la question de l'avaloir des compagnies et que les choses changeraient peut-être dans le sens de les compagnies sont en grande difficulté, il va falloir qu'on prenne davantage en compte cette fragilité, etc. etc. Non. La Commission européenne a émis un avis qui n'a pas du tout de force de loi. Elle traite de ces avaloirs, elle dit qu'ils doivent être associés à une garantie, associer les avaloirs d'une compagnie aérienne à une garantie financière. Je me demande qui va donner une garantie financière aux compagnies aériennes actuellement. Ces espèces d'imbéciles, s'ils l'avaient fait quand on le demandait il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ne seraient pas dans cette situation-là. Mais ce n'est pas l'intelligence qui est quand même le point dominant de leur comportement. Donc, la Commission européenne ne modifiera pas le règlement européen sur les avaloirs qui s'appelle le règlement 261/2004, ça s'appelle règlement de protection des passagers. Comment voulez-vous que l'on protège le passager en lui disant: on va te faire un avoir dont on n'est pas sûr qu'il puisse être utilisé un jour si la compagnie fait faillite? Donc, il n'y aura pas de modification du règlement européen. L'avis de la compagnie aérienne sur les avoirs que l'on émet du fait de l'ordonnance du 25 mars. On pourrait dire: oulala, elle va revenir en retrait, elle va dire que les avoirs peuvent être 12 mois et que le client peut choisir entre l'avoir et le remboursement.
Non, non, ce n'est pas possible parce qu'en France, il n'y a pas de rétroactivité des lois. La rétroactivité des lois n'existe pas. L'ordonnance, elle a été prise le 25 mars, elle s'applique. Même si sous l'effet de la pression européenne, le gouvernement était obligé de modifier cette ordonnance, et ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, et ça ne le sera certainement pas d'ici le mois de septembre, même si sous cette pression, il devait la modifier, ce ne serait pas rétroactif. Tous les avoirs que vous avez émis seraient toujours valables dans les conditions actuelles. Céline, d'autres questions? Là, il y a beaucoup de remarques là, dans la conversation du groupe qui dit que les compagnies aériennes augmentent vraiment fortement leur prix sur des dates identiques pour les mêmes périodes l'année prochaine, quoi. Voilà, donc, Ouais, je sais. je fais passer le message. Ouais, je n'ai pas de réponse. Je veux bien avoir. J'ai un bâton pour les compagnies aériennes. Je l'utilise souvent, mais il ne sert à rien. Ça ne produit pas d'effet. De toute façon, je voulais signaler aux personnes là qui participent que nous allons sans doute refaire une conférence justement juste sur l'ordonnance, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations autour de cette thématique-là à notre moment. Voilà. Très bien. Je voulais aussi vous apporter une information, c'est que depuis le début, nous sommes à bloc avec une centaine de personnes. Voilà, juste pour information. Et que, bien entendu, on republiera l'enregistrement donc qui sera en ligne d'ici à la fin. Hein, dans les minutes qui suivront, il sera en ligne. Si on n'a pas d'autres questions, Céline, j'ai moi une question. Oui, il y avait une question sur le télétravail et le chômage que j'ai oublié de poser tout à l'heure. Peut-on concilier les deux, télétravail et chômage? Alors, attends, parce que je pense que ce qui veut, c'est on peut être en chômage partiel et avoir une partie d'activité qui n'est pas au bureau. Enfin, j'imagine que c'est ça la question. Après, La question, c'est, j'ai des salariés qui sont en 100% au chômage. Est-ce que je peux les faire travailler? La réponse est non. La réponse est non. Ces salariés peuvent travailler ailleurs, mais pas dans l'entreprise. Elle est claire, la réponse. Et Muriel Pénicaud a dit très clairement, il y aura des contrôles incisifs. Donc, je vous invite à ne pas tricher avec l'application de l'activité partielle. C'est vraiment, en revanche, si le salarié est à 80% de chômage et 20% d'activité, ces 20% d'activité, il peut bien évidemment les effectuer en télétravail. Très bien. J'ai une autre question sur l'accès rétroactif au fonds de solidarité. Alors, je ne sais pas si on avait bien répondu à la question. Pour mars ou avril, pour les entreprises avec un chiffre d'affaires entre 1 et 2 millions d'euros. 2 millions. C'est porté à 2 millions. Et est-ce qu'il y a un effet rétroactif, un accès rétroactif au fonds de solidarité pour mars ou avril? Alors, je ne veux pas faire une réponse stupide. Il me semble que oui, mais je propose à l'entreprise qui est sur cette question de se rapprocher d'Olivia Bergel, dont j'ai donné l'adresse tout à l'heure. Très bien. Pour le FNS, le critère d'accession concernant le montant du bénéfice imposable de 60 000 euros a-t-il évolué? Pas pour l'instant. C'est un vrai problème, ça. Pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que c'est un vrai problème, Jean-Pierre? Parce que les entreprises qui ont plus de 60 000 euros de résultats n'ont pas accès au Fonds national de solidarité. D'accord. Il y a peut-être des petites entreprises dont le gérant ne prend pas de salaire, n'est pas rémunéré et se distribue des dividendes. Il a payé l'impôt sur les sociétés sur les résultats. Il paye l'IRPP, l'impôt sur les personnes physiques, sur les dividendes qui se distribuent. Donc, il est 2 fois imposé et il n'a pas accès au Fonds de solidarité parce qu'il a plus de 60 000 euros de résultats, ce qui n'est pas énorme, 60 000 euros. D'accord. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez à l'heure actuelle? 6 000 euros, excusez-moi. 6 000 euros. Oui, ça va être difficile de bouger les lignes là-dessus. Ça ne va pas être facile. OK. Moi, je voudrais qu'on revienne, Céline, en attendant peut-être d'autres questions. Oui. Je voudrais qu'on revienne sur une question qui me semble fondamentale à l'heure actuelle. Alors, juste, excusez-moi de vous couper, Jean. Les 60 000 euros de résultats incluent-ils la rémunération du gérant par rapport à la question précédente? Oui, c'est les résultats de l'entreprise. C'est ce que l'entreprise déclare comme résultat. Oui. Très bien. Donc, je disais, aujourd'hui, il y a une préoccupation, c'est pour les agences, c'est de savoir ce qu'elles vont vendre cet été. Elles sont encore
Il y en a peut-être 1 sur 2, je ne connais pas le pourcentage exact, qui sont fermées à l'heure actuelle. C'est ça. Pardon? C'est à peu près. Voilà. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'elles vont pouvoir vendre cet été? Je sais que vous êtes en train de travailler là-dessus, que vous avez une réflexion sur la chose. Est-ce que vous travaillez avec les institutionnels pour réintermédier la vente du produit France dans les agences de voyage? Voilà. Sur quoi vous êtes en train de travailler exactement à ce niveau-là? Pour cet été, les agences ne pourront vendre, à mon avis, que la France. Je pense qu'il ne faut pas trop se faire d'illusions sur le reste. Ce sera une bonne opportunité, une bonne nouvelle si les frontières de Schengen ouvrent. Les autres frontières, peu probable. Donc, cet été, elles ne pourront vendre que la France. Ça ne veut pas dire qu'elles ne puissent pas vendre cet été des voyages long courrier pour cet hiver, pour l'hiver prochain. C'est autre chose. Pour cet été, il faut faire revenir les Français qui partent en voyage en France vers les agences de voyage. C'est extrêmement compliqué parce que notre valeur ajoutée n'est pas toujours justifiée. La différence de prix peut être prohibitive, le surcoût de l'intervention de l'agence de voyage. C'est compliqué. Mais je le répète, on a 33% de nos clients tourisme qui vont, ça c'est en 2019, en 2018, en 2017, qui prennent leurs vacances en France. France et départements et territoires d'outre-mer. 33%, 1 sur 3. En matière de recettes de nos entreprises, ça ne fait que 15%. On n'est pas du tout dans les mêmes ratios, puisque les vacances sont moins chères, au moins pour la métropole. Mais on est capable de vendre la France. Il ne faut pas se dire, moi je ne suis pas capable de vendre la France, donc je n'ouvre pas. Il faut essayer de il faut se mettre en marche. Excusez-moi l'expression, il faut se mettre en marche. Et sur quoi vous travaillez exactement Là, on va travailler. On a travaillé sur le remboursement. Ce n'est pas un petit détail. Hein. Obtenir l'accord des hôteliers, des campings, des résidences de tourisme, ça ne se fait pas en claquant les doigts. On a travaillé sur le remboursement en cas de Covid. Là, on travaille avec Atout France sur l'accessibilité à l'offre, rendre l'offre plus accessible. On travaille avec les CRT, on a eu une réunion la semaine dernière avec les comités régionaux du tourisme de la Côte d'Azur, du Grand Sud, PACA, de l'Occitanie et de la Bretagne, et celui d'Aquitaine s'associera bientôt, pour essayer d'avoir une accessibilité plus facile à l'offre. Ce n'est pas simple, tout ça, ça ne se fait pas tout simplement, hein. Mais on essaye de fluidifier le travail des agences de voyage. Est-ce qu'il y a, on va dire, un plan précis, un package que vous allez éventuellement proposer et qui serait facilement vendable en agence de voyage? Non, moi non. On n'a pas les équipes, ce n'est pas notre job, on n'a pas les moyens. Je rappelle, les entreprises de voyage, c'est 10 personnes. Et puis, on n'est pas un tour opérateur. C'est vraiment pas notre job. C'est quand même le job des têtes de réseau, des responsables d'agence, des groupements d'agences. C'est à eux de mettre en marché l'offre France. Moi, je peux faciliter les choses, je ne peux pas faire le travail à la place. D'accord. Est-ce que vous êtes optimiste là-dessus? Vous pensez que les agences vont arriver à quand même au moins, on va dire, à dégonfler un peu les réservations qu'elles ont? Ça pourrait être un moyen un peu de dégonfler les réservations de la Valoir, par exemple, en proposant la France, en proposant des produits. L'objectif que nous avons eu, vous savez, c'est aussi une discussion qui s'est faite avec le CETO, hein. L'objectif que nous avons eu, ce n'est pas de détourner les avoirs faits sur des destinations long courrier ou des destinations qui ne sont pas accessibles actuellement pour les ramener sur la France. Ce n'est pas ça la finalité. La finalité, c'est d'aller chercher de nouveaux clients, pas ceux que l'on avait déjà, de nouveaux clients pour leur dire on peut vendre la France en agence de voyage. Ce n'est pas le détournement des avoirs, bien que légalement, le client puisse utiliser l'avoir comme il l'entend. On n'est pas tenu. Il y a peut-être des clients à qui ça plairait, hein, qui n'ont pas d'autres perspectives et qui effectivement pourraient l'accepter. Mais si le client l'impose à l'agence de voyage, elle ne peut pas faire autrement que l'accepter. Elle n'a pas le choix, elle n'a pas le droit de le refuser. Donc c'est quand même pas. Je rebondis là-dessus justement. J'ai une question à ce propos sur la Valoir.
Certains clients voudraient justement reporter leur voyage sur un autre séjour. Je prends un exemple, ils avaient réservé une croisière et puis finalement cet été, ils veulent partir dans un club en France. Le problème, c'est que les croisiéristes ne remboursent pas forcément du coup à l'agence l'acompte. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? J'ai une question sur un cas comme celui-ci. C'est compliqué pour les agences indépendantes qui payent les fournisseurs avant le départ des clients. C'est certainement le cas de cette question. Le croisiériste n'ayant pu fournir la... Moi, je vous parle légalement, hein, je ne parle pas commercialement. Là. Le croisiériste n'ayant pas été en mesure de fournir la prestation, il est tenu de procéder au remboursement. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Après, il y a les relations commerciales qui sont un petit peu différentes, qui peuvent faire qu'on mette un peu d'huile dans les rouages. Le client a la liberté de dire « je ne veux plus partir en croisière parce que maintenant j'ai le mal de mer et je veux aller aux Antilles cet été ». Il a la liberté de le dire et l'agence de voyage ne peut pas le refuser. En revanche, on s'est engagé à essayer de reporter les avoirs autant que faire se peut sur le même fournisseur que le fournisseur initial, parce que nous n'avons pas intérêt à affaiblir le tour opérating. Les distributeurs n'ont pas intérêt à affaiblir le tour opérating. Moi, je représente tout le monde, donc le problème est plus facile. D'autres questions, Céline? Oui, j'ai une question. Vous pensez que les frontières vont réouvrir à quel horizon, à votre avis? Dans la boule de cristal. Si je le savais, qu'est-ce que je serais heureux de pouvoir vous dire qu'elles vont réouvrir à telle date. Je n'en ai strictement aucune idée. L'impression que j'ai, mais peut-être que je me plante souverainement, l'impression que j'ai, c'est que s'il y a une ouverture de l'espace Schengen cet été, elle se fera progressivement, probablement dans le désordre et trop tardivement pour qu'on puisse être réactif pour vendre des vacances cet été dans l'espace Schengen. En revanche, je sais que la Tunisie est hors Schengen a très envie parce qu'elle vit du tourisme. Et c'est un problème économique, social, très politique, très grave pour eux, a très envie de réouvrir ses frontières et de les réouvrir aux Français. Il peut y avoir quelques bonnes surprises, mais elles vont arriver très tardivement. Et trop tardivement pour pouvoir spéculer sur un été construit là-dessus. Céline, on a d'autres questions? J'ai une question sur la formation. Les salariés souhaitant accéder à une formation grâce au dispositif mis en place ont-ils accès à une liste des formations spécifiques au métier du tourisme? Le but étant, voilà. Il y a des facilités en matière de formation, c'est le moment. Alors, je vous invite, vous savez qu'on a un organisme de formation qui est commun aux entreprises du voyage et à la PST, qui s'appelle… D'ailleurs, je crois que Sylvie est parmi nous. Ben voilà, Sylvie Da Silva qui dirige cet organisme et dont je n'ai pas l'adresse email en tête là comme ça. Vous pouvez vous adresser à Travel Pro Formation pour avoir des informations sur la capacité. Et je sais qu'il y a des budgets même qui sont disponibles pour assurer la formation pendant cette période. Et bonjour à tous. Je vais juste du coup reprendre la parole un instant. Donc, mon adresse mail, c'est sylvie@travelproformation.fr. Et je suis à votre disposition. Voilà, je vous renseigne sur le FNE, sur les fonds et sur la liste de toutes les formations qu'on propose. Merci à vous. Merci Sylvie. Très bien. Céline, si on n'a pas d'autres questions, moi je voulais juste demander à Jean-Pierre peut-être de profiter de l'occasion. Moi je pense que la période a démontré qu'il y avait besoin de solidarité dans le secteur du voyage. Hein. Je crois que l'entreprise du voyage a fait un boulot assez remarquable. Hein. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Peut-être Jean-Pierre, que tu nous présentes peut-être en quelques mots, entreprise du voyage, ce que vous faites, et puis inciter tous ceux qui aujourd'hui qui sont là à cette téléconférence et qui ne sont pas forcément adhérents, que tu leur expliques peut-être que tu travailles pour tout le monde. Quel est ton rôle, quoi? Moi, je n'étais pas venu ici pour faire du recrutement d'adhérents aux entreprises du voyage, mais je le fais avec plaisir puisque tu me donnes l'occasion. Quand on agit, c'est tout le secteur qui en profite, sauf pour les services spécifiques qui sont réservés aux adhérents. Mais quand les mesures d'aide qui ont été décidées par le gouvernement, sous notre impulsion, elles bénéficient à l'ensemble du secteur. Et j'en suis ravi et j'ai loin de moi l'idée
des mesures qui ne bénéficient qu'aux adhérents. Maintenant, pour qu'on soit fort, il faut qu'on soit nombreux. On a gagné beaucoup d'adhérents pendant cette crise, beaucoup, beaucoup plus qu'en faisant une campagne de com. Et donc, la crise est efficace pour les adhésions, mais j'aimerais autant qu'elle finisse et qu'il y en ait un petit peu moins. Donc, nous sommes ouverts, c'est facile. Le coût de l'adhésion pour la première année, c'est 450 €. Vous allez me dire, c'est encore beaucoup, 450 €, mais ça reste supportable. Et les services qui sont donnés en contrepartie ont quand même, je pense, ont de la valeur. Si on gagne des adhérents, c'est certainement parce que ces services ont de la valeur. Vous parliez également de la solidarité. Oui, je pense que c'est l'un de mes premiers messages était basé là-dessus. C'est en étant solidaire qu'on se sortira le mieux possible de cette situation. Et si chacun veut tirer dans son coin, veut profiter pour lui au détriment de l'autre, il gagnera à très court terme. Mais à long terme, il ne gagnera pas. Donc cette solidarité, il la faut entre distributeurs et producteurs, entre distributeurs, producteurs et réceptifs qui sont souvent à l'étranger. Il la faut avec nos assureurs, il la faut avec notre presse professionnelle, il la faut avec toutes les entreprises qui travaillent dans notre écosystème, il la faudrait avec les compagnies aériennes, avec les transporteurs. On l'a eu avec la SNCF, je le dis très clairement, la facturation de la SNCF du mois de mars a été reportée au mois de juin. Ce n'est pas un petit détail. Vous allez me dire, avec les capacités qu'ils avaient pour émettre les factures l'an dernier, ils ne se sont pas rendus compte de l'importance du poids économique de ce report. Non, mais c'est quand même, je plaisante, mais c'est important. On n'a pas cette solidarité aujourd'hui. Elle n'est pas perceptible avec les compagnies aériennes qui nous imposent, qui prennent l'argent de nos clients et le nôtre pour assurer leur survie et qui nous imposent des coûts de traitement qui sont prohibitifs pour notre secteur. Mais je ne désespère pas d'établir cette solidarité. Aujourd'hui, par exemple, on commence à discuter avec les compagnies aériennes pour étendre cette idée du remboursement des séjours de l'été qu'on évoquait tout à l'heure pour l'étendre aux départements d'outre-mer. Ça ne peut se faire que si les compagnies aériennes jouent le jeu. On va voir ce qu'elles veulent faire ou ce qu'elles ne veulent pas faire. Merci beaucoup Jean-Pierre, merci à Céline Emery, merci à tous de votre participation. On a essayé d'être le plus exhaustif possible. Voilà, je vous donne rendez-vous. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions, mais je crois qu'on en a pas mal répondu à l'ensemble de vos questions. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite bon courage pour la suite et puis à très bientôt. Jean-Pierre, tu veux dire quelque chose encore? Vraiment, mon écran faisait défiler des visages que je connais pour beaucoup, certains que je ne connais pas. Je suis vraiment très heureux, ravi et un peu ému de vous avoir retrouvé. Je vous souhaite de vous battre et nous gagnerons ensemble parce que nous sommes déterminés. Merci. C'est ce qu'on vous souhaite. À très bientôt. Merci à tous et à la prochaine.